Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Tanguy Marlin. Tanguy, c'est l'un des experts français de la pêche au leurre, reconnu pour ses résultats dans les nombreuses compétitions auxquelles il a participé. Expert de la pêche aux basses, il est aujourd'hui chef de produit chez Sakura. Dans cet échange, nous aborderons les différents choix tactiques qu'il utilise pour réussir en compétition, de son approche de la pêche, de son évolution et de sa carrière dans ce milieu, mais également de l'écologie qui prend de plus en plus de place dans la conception des leurres. C'est parti. Bah écoute, Tanguy, ravi de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que pas mal de monde te connaît dans le milieu de la pêche, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une présentation de qui est Tanguy Marlin? Waouh. Ouais, ça c'est un peu. Écoute, je suis né le 27 décembre 82. J'ai les yeux bleus. Je fais 1m82, 72 kilos. On va passer l'état civil. Euh, ouais, du coup, écoute, je suis pêcheur passionné depuis l'enfance, où j'ai découvert la pêche par le biais de sessions et de parties de pêche, tu vois, en famille avec les parents, les grands-parents, les dimanches au bord de l'eau, les pique-niques, etc. Donc ça, c'était vraiment à l'enfance, quoi. Et donc, moi, j'ai grandi en région parisienne dans le 94, Ok, donc dans le Val-de-Marne, et j'étais tout le temps au bord de l'eau. Tu vois, que ce soit quand j'étais gamin pour faire un peu de pêche, et après, je me suis pris de passion pour le kayak, que d'accord. j'ai fait ça pendant super longtemps, au club de Joinville-le-Pont. Donc du coup, Ok, je je vois. traînais pas mal sur la Marne, là, à faire soit du slalom, soit de la descente, soit un peu de rodéo au barrage de Joinville, du coup. Mhm. Et voilà, donc comme j'étais toujours au bord de l'eau, j'avais aussi gardé cette passion par là pour la pêche, tu vois, mais à l'époque, je pêchais quand même beaucoup au coup, tu vois, les trucs qu'on fait quand on est gamin, quoi, hein. Ouais, on a tous commencé comme ça, je crois, hein. Voilà, les calicobas au bord, la 116 3000 et puis en avant les brèmes. Et, euh, et puis après, j'avais eu envie d'aller un peu plus loin, donc je m'étais inscrit à l'école de pêche qu'il y avait à Saint-Maur-des-Fossés, où c'était un magasin qui s'appelait Wagner, qui, euh, D'accord. qui faisait ça, il faisait des sessions, tu vois, le mercredi pour les enfants. Mhm. Et voilà, et donc je m'étais inscrit là-dedans et on faisait des ateliers de montage de ligne, des sessions de pêche au coup, des initiations à l'anglaise, à la mouche, à plein de trucs. Donc c'était génial, ça a duré, je sais pas, peut-être un an, un truc comme ça. D'accord. Et un jour, à ces ateliers, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelait Hiroshi. Mhm. Voilà, à l'époque, je faisais de la pêche à la cuillère, hein. Les leurres, c'était un rapala jointed que je mettais derrière un bouchon, tu vois. Ça donne un ordre d'idée, quoi. J'étais pas trop dans le délire. Et Hiro, il nous accompagnait Alors lui, il faisait de la pêche au cou à l'époque, il était euh, il était dans l'équipe de Sansas, là, du D'accord. quartier, là, qui faisait tous les concours sur Bonneuil, etc. Mhm. Et, euh, et donc, du coup, il nous initiait au montage de lignes, au perfectionnement, etc. Et un jour, il est arrivé avec une canne casting Oh. à la session de pêche. Et là, mon intérêt pour la pêche au cou s'est effacé en 20 secondes. Ah ouais, Donc, juste sur le casting. ouais, il est arrivé avec ça, là. J'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc d'américain? Bon, après, j'étais jeune, hein, je sais pas, je dois Mm. avoir peut-être 12 ouais, 12 ans, je pense, un truc comme ça. Ok, Et ça m'a fasciné, mais d'accord. vraiment. Vraiment, je le voyais lancer des leurres. Enfin, même lui, il galérait en vrai, hein. Il découvrait aussi la pêche au casting. Donc, je pense on a pas mal bataillé. On a fait des énormes perruques. Mm. Et en fait, ça m'a vraiment attiré parce que je trouvais le truc intéressant. Et puis, enfin, ça avait plein de sens, quoi, tu vois, sur le lancer, sur la difficulté, et puis la façon dont on tenait la canne, dont on animait. Il y avait plein de difficultés qu'on retrouvait pas forcément dans la pêche au cou, et c'était pas statique. Tu Ouais. vois, on pouvait aller se balader comme quand on pêchait à la cuillère, quoi. Donc, ça, j'avoue, j'avais plus d'intérêt pour ça.
Oui, puis en Et région parisienne, t'as pas les rivières à truites comme moi j'avais en Normandie, où justement tu retrouves ce truc où tu vas te balader le long de la rivière, etc., que t'as pas ouais, effectivement au cou. Ouais. bah là, ouais, là au coup, tu te poses à un poste et puis tu restes. S'il est pas bon, tu bouges. Et bon, après, quand t'es gamin, tu as la bougeotte, quoi. Mm. Donc voilà. Et puis de fil en aiguille, en fait, après chaque mercredi, on faisait un peu bande à part avec nos trucs. Et puis pendant des mois et des mois, on s'est filé à ce truc-là, là. Et après, jusqu'à maîtriser un peu l'ensemble. Ok, Et puis de là, tout a basculé, on va dire. Enfin, me ok, concernant, en tout cas, pour la passion, c'est devenu un virus, quoi. ok, Vraiment. obsessionnel. Et du coup, Ouais. tu as commencé assez jeune à travailler dans le milieu de la pêche, si je me trompe pas? Ouais. Bah en fait, moi j'ai fait un BEP aquaculture. Ok. Et en fait, en parallèle de ça, donc je sais pas, je dois avoir 15 ans, tu vois, un truc comme ça. Et en parallèle de ça, Hiro avait monté sa boîte qui s'appelait Yellow Bass à l'époque, Mm. où en Je me fait, souviens. Ouais. il ramenait du matériel de pêche du Japon, tu vois, mais n'importe lequel en vrai. Donc il y avait du Kicraft, il y avait des Kanten Ryu, il y avait, je sais pas, les premiers Ketek, du Gary Yamamoto. Enfin, ouais, il faisait de l'import. Mais pareil, tu vois, lui, il était cuisinier à l'époque, hein. D'accord. Donc il bossait sur Opéra. Et on va dire que la nuit, il faisait cuistot, et puis la journée, il faisait ça, quoi. Donc on va dire, ça a pas trop décollé. Ça a mis vraiment du temps, tu vois, à marcher, quoi. Et à l'époque, il y avait très peu de boutiques qui s'intéressaient à ça. Et les prix n'aidaient pas non plus parce que, alors à l'époque, putain, on va paraître pour des vieux, tu vois. Mais à l'é- Ouais. mais à l'époque, tu vois, un petit leurre, quel qu'il soit, un Samy ou un Baby Crank ou un Stacy, ça valait 110 francs, tu vois, entre 98 francs pour les petits leurres et les gros leurres, c'était 110 francs. Mais je me Quand, souviens parce que je luttais avec mon père pour acheter des Rapala à l'époque pour le brocher, le fameux chat de rap. ouais, Tu vois, tu parlais du jointed et c'était 100 francs et mon père, c'était vraiment une barrière dans sa tête où ah on non, va pas foutre 100 balles dans un truc pour aller pêcher, quoi. eh ouais, ouais, bah là, tu vois, c'était un poil plus cher et ouais, effectivement, enfin, déjà acheter des Rapala, ça coûtait une fortune, comme tu disais, et puis là, acheter des trucs encore plus chers, ça a mis du temps à démarrer. Et quand ça a bien marché, quand ça a commencé à marcher, Hiro, de fait de son activité annexe, il avait un peu de mal à suivre. Donc, moi, en fait, j'allais au bureau pendant les vacances scolaires et pendant les week-ends pour faire les colis des commandes qu'il D'accord. avait. Et puis en échange, bah, moi, ça me permettait d'avoir un peu de flèche pour pouvoir acheter mon matériel. Donc, Ouais, deux, c'était trois bifreeze, etc. exactement des échanges de bons procédés. Et comme j'ai suivi Hiro, tu vois, depuis le début de son aventure, enfin, tu vois, on s'entendait bien et ça a bien fonctionné. Donc, quand sa boîte elle s'est développée là, pendant mon BEP, il a proposé de m'engager. Donc, c'était pas du tout mon projet, mais j'étais tellement passionné que, tu vois, j'ai fini mon BEP et puis j'ai commencé à travailler là-bas à 17 ans, quoi. Ok. Et donc là, tu as fait tout ce qu'on fait dans une petite boîte comme ça, le colis, Ouais, le couteau assigné, suisse. marketing. Ok. Couteau suisse et tu vois, on est, je sais pas, peut-être 25 ans après, un truc comme ça. Bah, c'est toujours pareil. La pêche, boulot de couteau suisse, quoi. Faut Ok. tout faire. Et justement, bah là, enfin, je pense il y a plein de choses à dire, mais tu es toujours dans la pêche, ton job a évolué, tu fais quand même un parallèle avec cette première expérience de couteau suisse. Là, tu es dans une structure un peu plus institutionnalisée, j'imagine avec des process, de la logistique, etc. Ouais. Ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Alors là, on est passé d'un monde à l'autre puisque Yellow Bass, qui est devenu Keycraft France après, c'était très artisanal, tu vois. C'était vraiment un truc. Déjà, on était tout seul et c'était une toute petite structure où voilà, où fallait faire les cartons, conseiller les clients, répondre au téléphone, envoyer les fax pour avoir les bons de commande, etc. Mhm. Et là aujourd'hui, chez CERT, on n'est pas du tout dans la même structure puisque c'est là où je travaille pour la marque Sakura. Ouais, Donc c'est une très grosse maison française qui a été fondée en 45, genre juste après la Seconde Guerre, qui s'est spécialisé dans la pêche dans les années 60
et qui, depuis les années 60, enfin, je veux dire, c'est des très grandes maisons comme Sansas, comme Garbolino à l'époque. Voilà, ça reste ou Ouais. VMC, c'est des gros trucs, des grosses maisons familiales françaises. Mais là, on fait plus les mêmes chiffres d'affaires. Et comme tu dis, tu vois, les process, l'activité a énormément changé. Et puis, on est plus proche de l'industrie, de la logistique et de tout ça. On fait pas encore de production, tu vois, en France, D'accord. du moins Ok. pas dans nos locaux. Mais ouais, ça a plus rien à voir sur le procédé, quoi. Alors après, pour te répondre sur c'est quoi une journée type, il y en a pas. Ok. En vrai, il y a pas une journée qui se ressemble. Par contre, il y a un truc existe dans la pêche et euh, c'est cyclique, si tu veux. Chaque année, tu as donc le lancement de la saison commerciale, tu as donc la nouvelle collection qui arrive, tu as l'ouverture de la truite, l'ouverture du carnassier, la saison estivale, et puis et ainsi de suite. En fait, c'est plutôt ça qui Ok. drive la saisonnalité, quoi. Et, D'accord. ap- et après, tu vois, euh, pour répondre à ta question, donc moi je suis chef produit pour Sakura, on est deux, donc je travaille en binôme avec Franck. Ok. Franck Alors, Rossmann. ouais, Franck Rossmann, donc on a un peu chacun dans le métier, on a séparé ça, pas forcément trop sur nos envies, mais un petit peu quand même, mais plus sur nos domaines de prédilection. D'accord. C'est-à-dire que lui, tu vois, il est très cadré, très calé, donc sur l'organisation, c'est lui qui gère tout ce qui est FTP, site internet, gestion des photos, gestion des bases de données, etc. Et il a un savoir-faire sur la conception et la construction des cannes qui est vraiment fort, puisque c'est lui qui a lancé ça chez Sakura. Ok. Et moi, de par mes expériences précédentes, j'avais plus de savoir-faire dans l'heure que dans tout le reste. Et Mhm. donc, du coup, moi, je m'occupe plus de la partie leurre et puis de la partie marketing. Ok. Et quand tu dis je m'occupe de la partie leurre, tu conçois toi des leurres? Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse. On a un peu évoqué le sujet avec Patrick Séville que j'avais eu. Mhm. D'où tu pars quand tu conçois un leurre et quel est ton process pour arriver jusqu'à un truc qui est dans nos boîtes à tous? Alors, il y a différentes façons de faire et de voir. L'approche, on va dire, un peu classique et très économique, en fait, elle est sur l'étude de marché. En D'accord. grosso modo, tu prends ta gamme, tu dis voilà, dans ma gamme, j'ai ces produits-là, ces produits-là, ces produits-là. Ceux-là, ils n'existent pas. Donc ils n'existent pas chez nous en tout cas. Donc tu fais une Ok. étude de marché, tu regardes ce qui se fait, ce qui se vend, à quel prix, est-ce que tu peux te placer, est-ce que tu vas être considéré comme leader ou suiveur. Et en fonction de ça, tu commences tu vois, à prendre des éléments qui sont un peu intéressants, donc de savoir si tu es leader parce que tu vas créer quelque chose de nouveau, bah, tu peux te positionner relativement haut en termes de tarifs, ou à l'inverse, si tu es plutôt suiveur, bah, il faut que tu fasses en sorte d'arriver avec un produit un peu moins cher que les autres Ok. pour faciliter la vente. Euh, donc ça, c'est l'approche, à dire, très commerciale et basico-basique, quoi. Ok. Après, il y a d'autres approches qui là sont plus ouais, sont plus personnelles. Tu vois, c'est de sentir les tendances de marché. Donc D'accord. de dire bah ok ça marche je sais pas au Japon, aux États-Unis, il y a un potentiel en France, ou alors carrément de les utiliser, tu vois, à l'avance, d'utiliser des produits concurrents ou de développer des prototypes pour pouvoir les mettre sur le terrain et voir ce que ça vaut face à ce qu'on fait. D'accord. Et auquel cas, là, on part un peu d'une page blanche. Et après, des fois, il y a des produits qu'on utilise, par exemple, dans le cadre de compétition ou d'autres, où on dit, OK, ça marche bien, je pêche avec sans arrêt, mais c'est pas dans ma gamme, c'est pas de chez moi. D'accord. Donc, il faut, et c'est un besoin, tu vois, si on prend par exemple l'exemple d'un chat de mer, ben, un chat de mer, ça restera un chat de mer. Mais si Hmm. t'as pas ça dans ta gamme, bah, tu vas pas en vendre, tu vois. Hmm. Donc, auquel cas, tu laisses les copains les vendre. Mais ça n'empêche pas de ramener des choses qui peuvent être très. Tu vas,
tu peux difficilement innover dans ce cas de figure-là parce que tu pars d'un produit concurrent. Oui. Tu pars d'un produit concurrent, par contre, tu vas essayer de l'améliorer. En Mhm. fait, aujourd'hui, il y a une grande partie du travail qui est faite. C'est très difficile, tu vois, d'innover réellement, d'apporter des innovations techniques, oui, des innovations qui sont vraiment genre des trucs utiles et très nouveaux. Enfin, ça n'existe pas ou quasiment pas. Bah, c'est la différence entre recherche et développement. On a tendance à Ouais, associer les deux, mais recherche c'est du nouveau et développement c'est on part d'un existant et exactement, on va créer un nouveau exactement. produit. Ok. Et d'ailleurs, avant de poursuivre là-dessus, tu évoques des sujets de tendance de marché. Il y a une Ouais. tendance de marché là qui est en train d'émerger qu'on n'a pas trop en France. Euh, Il y en a une qui peut arriver, qui va forcément arriver par la force des choses, de toute façon, qui s'appelle, alors aux États-Unis, elle est plus connue sous le nom de mid-strolling, tu vois, D'accord. ou over-rig, ou ce genre de, ou over-strolling. Mhm. En fait, alors c'est lié au black bass puisque bah, eux, ils pêchent principalement ça, et à de la technologie puisque c'est utilisé quasiment à 95% qu'avec du livescope. D'accord. Et en fait, Ok. ça permet de pêcher des poissons au livescope, euh, mais avec des pêches fines, si tu veux. Nous, Ok. en France, on a grosso modo deux approches pour le livescope. On a l'approche cendre, où les mecs ils font soit de la verticale, soit du sharpshooting, et Mhm. l'approche brochet, où les mecs ils font du sharpshooting, mais dans tous les cas, c'est des pêches surplombées, donc genre Mhm. quand ils font du sharpshooting au cendre ou de la verticale au cendre comme ça, ils mettent 70, 80 grammes pour que ça tombe Ouais. très vite, que ça pêche très à l'aplomb. Et quand ils font du sharpshooting pour le brochet, euh, c'est pareil, c'est pas forcément surplombé. Bon, là, pour le coup, ils lancent souvent, dans la Ouais. majorité des cas. Et en fait, le mid-strolling ou le over-strolling, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des leurres de petite taille. Et D'accord. donc, du coup, plutôt des finesses, plutôt des poids très légers, tu vois, du 5, 7, 10, 14 grammes, tu vois, en Ok. général. Et ça te D'accord. permet de pêcher. Alors, chez nous, on l'utilise pas, mais en vrai, c'est sur le cendre, sur le black bass, sur la perche, c'est juste redoutable. Mais c'est Ok. principalement lié à la technologie, tu vois. D'accord. Ok. Ouais, qui a pris une part importante et avec le live qui fait beaucoup de débats, Ouais. ça c'est encore encore exacerbé. Et d'ailleurs, je sais pas ton avis, mais j'ai l'impression qu'on trouve moins cette composante du live en pêche en mer. On l'a pas. On l'a pas, le live en mer, pour la simple et bonne raison, c'est que le poisson, il navigue au taquet. Donc, du coup, le live, c'est bien quand tu pêches des poissons qui sont postés. Et Mhm. auquel cas, s'ils sont pas postés, il faut que tu les poursuives un peu. Donc, il faut que tu le cherches et puis lui, il nage. Donc, il faut que tu attendes de trouver le bon moment, le bon créneau pour avoir la bonne phase de tir, ou, Ouais. ou que tu attendes qu'il se poste. Ok. Quand vraiment tu as ciblé un poisson, que tu veux absolument te restreindre à attraper ce poisson que tu cibles. En mer, c'est beaucoup plus délicat parce que le poisson, il fait que nager. Tu vois, hormis, bah, c'est dans la plupart des cas, un poisson, il est très fortement en mouvement en mer. Et quand il n'est pas en mouvement, c'est toi qui bouges, Hmm. parce que ça, tu peux l'utiliser que en bateau, et en mer, Ouais. tu as toujours du courant, tu vois. Et donc, Ouais. auquel cas, c'est extrêmement compliqué. Pour l'avoir fait en mer, Ouais. pour l'instant, la seule espèce, tu vois, sur laquelle on a vraiment trouvé un intérêt à utiliser du livescope, c'est le sard. D'accord. Tu vois, quand tu Ok. pêches dans le ressac, là, Ouais. donc tu vois le caillou, tu vois le ressac, tu vois les poissons qui sont postés. Et effectivement, tu peux voilà, choisir où tu vois. Et ce truc-là, il est même tellement violent que quand tu pêches avec du 18, un hameçon de, je sais pas, c'est tout petit, ça doit être je sais pas, du 10, du 6, du 8, j'en sais rien, avec un bout de crevette. Donc c'est autant te dire Ouais. que le truc il est tout petit. Ok. Bah, tu vois ton bout de crevette qui descend, tu Ah vois ouais. le poisson qui arrive. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc Je ouais. pense que ça marche aussi sur le lieu. Enfin, moi, Ouais, j'avais le live scope avant, donc pas ce qu'on appelle le live, mais le Garmin avait sorti il y a 5-6 ans un système live, ouais, tu vois, où tu voyais quand même les poissons nager. Et je sais que à Chausey, j'ai deux cailloux où il y a un grand courant, c'est un boulevard, mais il y a juste une pierre au milieu.
quand ils sont là, ils sont tankés derrière. Ouais. Et effectivement, c'est peut-être pas la pêche comme tu le fais au brochet où tu vas aller cibler un poisson. Mais du coup, moi, ça me permettait de voir s'ils étaient là, dans quelle direction ils étaient, parce que tu as le courant de surface, des fois tu as le courant un peu en dessous, etc. Donc de savoir comment passer ton leurre. Et peut-être que pour le lieu qui est Mais plus un poisson posté, tu vois, sur des épaves, sur des cailloux, etc., ça s'y prête plus que pour le bar, par exemple, comme tu dis, qui navigue. en mer, ça a forcément de l'intérêt, on va pas se mentir. Par contre, en fait, il y a deux choses avec le live. C'est d'ailleurs un des, tu vois, des débats qu'on a, que tout le monde a sur le truc en disant, ah, là, tu pêches des poissons. Donc, ouais, le live, tu peux pêcher des poissons. Genre, tu cibles Mhm. un poisson et tu le pêches. Et tu peux aussi, genre, bah, pas t'en servir pour cibler un poisson, mais pour mieux comprendre l'environnement que tu as. Et grosso modo, ça te permet d'avoir la tête sous l'eau, quoi. Donc, Ok. c'est une des grosses différences que tu as, elle est là, et ça te permet, genre, aujourd'hui, par exemple, pour l'avoir depuis quand même pas mal d'années, oui, de temps en temps, quand je vois plein de poissons, je suis comme les autres, hein, j'ai envie de les attraper, donc forcément, je lui lance dessus, et puis voilà. Mais avant ça, si tu veux, j'avais mon sondeur, mon GPS, et puis si j'avais ça à l'écran, et je le regardais de temps en temps, et je Mm. faisais ma pêche. Bah là maintenant, j'allume le Livescope, alors j'allume aussi, tu vois, le GPS, où je fais des écrans partagés. Mais j'ai toujours le Livescope parce que pour moi, c'est le sondeur qui me permet, tu vois, de voir, bah, quand il y a un gros arbre mort ou un herbier, bah, de rester à distance de ça, parce que potentiellement, bah, tu sais que les poissons ils vont être là, donc ça te permet de pas arriver pile sur le poste, ça te permet de voir aussi le comportement. Des fois, tu animes des leurres, tiens, on va voir à quelle hauteur mon leurre il nage, et tu vois que ton leurre il nage trop haut par rapport à là où les poissons évoluent réellement. Ça te permet de voir de la vie, s'il y a des bancs de baby bass. Tu vois, là je reviens du Portugal, Mhm. il y a plein de zones où en fait on pêchait, tu vois, au popper. Donc, Ouais. l'utilité d'utiliser le livescope sur de la pêche en surface, tu vois, on peut se poser des questions. Mais là, quand tu cassais la bordure, tu vois, tout le long, dès que tu voyais des arbres avec des grandes boules de poissons, donc là, c'était des tout petits baby bass comme ça, il y en avait des centaines de milliers. Et dès que ça faisait ça, bah, tu savais que là, potentiellement, alors en surface, quand ils étaient près de la surface, tu les voyais, parce que Mhm. ça pipait. Par contre, quand ils étaient à 1 ou 2 mètres sous l'eau, tu les voyais pas. Donc Mhm. là, bah, dès que tu sais qu'ils sont là, tu ralentis le tempo, tu as le temps de bien pêcher, de bien prospecter, et puis bah, après, tu as les poissons qui zonent autour. Donc, D'accord. mais là, pour le coup, tu vois, tu cherches pas à pêcher un poisson, tu cherches à mieux comprendre ton environnement, quoi. Ok. Et, Ok, ouais, c'est un sujet qui fait débat et ouais, je suis pas sûr d'avoir envie de rentrer trop dedans. non, mais ça, c'est Mais, souvent un amalgame, tu vois, que tout le monde fait en disant, bah voilà, on peut pêcher les poissons. Attends, j'essaie de replacer mon truc parce que du coup, ça y est, j'ai plus de batterie. Hop, ok, c'est bon. Et, euh, et ouais, bon, après, ça, c'est un débat ou pas. Bon, vrai, c'est de la technologie, quoi. c'était le cas déjà, enfin je sais pas si tu te souviens, mais quand il y a eu les premiers sondeurs, je me souviens dans les magazines de pêche déjà, enfin voilà, moi j'ai un proche qui me disait non mais ça c'est trop facile maintenant, tu sais Et où sont ouais, les poissons, tu les attrapes et bon la réalité c'est que le même je l'ai emmené pêcher le bar et on était dessus, il en a pas fait un et j'en ai fait 15. Donc le sondeur il fait pas tout, mais c'était non. déjà le débat à l'époque, ouais. Et ouais, bah c'était. Et puis à cette époque-là, le sondeur était interdit, hein. Hmm. Ouais. Au tout début, quand ça arrivait, là, c'était niet, hein. Tous les lacs du Massif central et tout, on n'avait pas le droit de pêcher au sondeur. Et puis après, ça a changé. Et puis c'est pareil, tu vois, là aujourd'hui, il y a plein de gens, ils sont là, oh, live scope, c'est voilà, c'est de la merde, machin truc, c'est tout pourri. Bon, puis généralement, quand tu fais une journée en bateau, tu dis, tiens, regarde, on va allumer le sondeur. Puis le mec qui est contre, c'est le premier à jouer avec, hein. Hmm. Bon, Après, tu vois, pour avoir vu bah, les fameuses compètes, etc., typiquement en vidéo YouTube, c'est clairement pas attractif, parce que tu vois le gars qui est sur son ah ouais, écran et bah, c'est voir du streaming sur Twitch sur des jeux vidéo. Donc, moi, c'est pas ma cam, exactement. tu C'est vois. exactement ce qu'on dit. Tu vois, c'est exactement ça. Voilà, moi, c'est pas, c'est pas attractif. Et après, moi, je suis ni pour ni contre, mais dans la pêche, il y a aussi un côté excitant de putain, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que mon leurre il passe bien, etc. Que tu tentes de réduire en fait avec le sondeur, avec le live, etc. Ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, tu vois, la pêche du bord pour ça, ça te contraint à ça. Tu vois, hier soir, j'étais
à pêcher le bar, bah, est-ce qu'ils sont sur le caillou, ils sont devant, ils sont derrière, à droite, à gauche, est-ce que je Mm. vais m'accrocher ou pas? Enfin, il y a une part d'incertitude. Et puis il y a des soirs t'en fais, des soirs t'en fais pas. Là, je pense que j'aurai des outils comme le live. Bah, tu passes dessus, quoi. Tu fais deux lancers, tu regardes, ils y sont pas, et puis tu te casses. T'as pas C'est ça au bord, quoi. c'est une autre. Bah, t'as pas ça au bord ou en flotte tube aussi, tu vois, Ouais. pour le faire régulièrement là. C'est pas parce que j'ai un gros bateau que je fais que ça, quoi, hein, tu vois, je vais Mhm. faire des coups du midi, des coups du soir ou à l'ancienne, tu vois, tu mets le flotte tube, puis tu pêches et puis Ouais. tu vois ce qui se passe, quoi. Tout a son charme. Le tout, c'est de pas tomber, pas devenir monomaniaque. Tu vois. Mhm. Si tu fais que ça, la pêche, il y a tellement à vivre et à comprendre enfin, faire que un truc et être spécialisé dans un truc, c'est passer à côté de tellement de choses, quoi. Vraiment. Et justement, j'ai vu que tu pêchais un peu de tout, mais j'ai quand même le sentiment que tu as un gros coup de cœur pour la pêche du bass. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, non, c'est clairement le poisson. Pour moi, c'est le poisson qui est le plus attractif parce que D'accord. parce qu'il déjà, il mord vraiment bien en surface. Tu vois, contrairement à un brochet ou le truc qui rate sa cible une fois sur deux. Oui, 5 fois sur une même. Ouais. Autant là, tu vois, le black bass, ça fait quand même plutôt mouche. Ouais. Euh, et, euh, et après, il faut bien se dire que, en fait, alors c'est un peu mathématique, en termes de ratio densité de poisson et rapport poids-taille que tu peux avoir à l'hectare, c'est celui qui est le plus intéressant. C'est-à-dire Ok. que, admettons que, je sais pas, tu es 20 kilos de brochet à l'hectare sur un lac, bah, 20 kilos de brochet, si tu as des individus, tu vois, qui font 4-5 kilos, ça va très vite, quoi. Ça fait 4 poissons à l'hectare. Et déjà, il faut les chercher. Alors que si tu mets 20 black bass de 1 kilo à l'hectare, déjà, tu vois, potentiellement, il y en a vachement plus. Et donc, du coup, bah, en termes de nombre, ce qui peut être supérieur à ça, c'est la perche. Mais Mhm. ça fait jamais ces poids-là et ces tailles-là. Et le cendre aussi, mais le cendre, c'est moins marrant à pêcher, quoi. Donc, bon. On Donc, va faire chier personne. le black bass, ça reste, voilà. Puis après, Ok. maintenant, je suis pas loin de la mer, mais le black bass, c'est hyper facile à pêcher, tu vois. Tu vas dans n'importe quel plan d'eau, petit plan d'eau, que tu sois du bord, en flotte tube, en bateau, en barque, c'est Ouais. facile à pêcher, quoi. C'est cool. Ouais, surtout par chez toi, c'est des grandes plages, donc pêcher le bar du bord, Euh, ça doit pas être simple. non, non, moi, je t'envie, là, pour les cailloux et tout. Mais Parce tu que viendras, hein? là, il y a que du courant et du sable. Ah ouais. C'est pas le même Ouais, délire. tu pêches dans le vide Ouais, et ouais. t'attends que ça passe, quoi. Bah, faut le chercher, c'est spécial, tu vois. Le bar là ici là, c'est des zones de bassines, des zones Hmm. tu vois Ouais. c'est comme si tu pêchais le désert quoi. Donc t'as des dunes et c'est la même chose sous l'eau quoi. Donc, Ouais, c'est c'est pas parfait. drôle. T'as des gens qui font ça chez nous aussi, hein. Il y en a qui aiment bien arpenter les plages. Ouais, tu pêches le vide. Donc quand tu passes dedans, moi je fais de la plongée et du coup tu vois un peu le comportement aussi des poissons. Mm. Et c'est assez rigolo, c'est que tu vois rien, tu vois rien, tu vois rien, tu vois rien. Puis d'un coup, ça m'est arrivé à 5 mètres du bord d'arriver dans une boule immense de bar. Tu vois, et donc je pense que tu pêches du bord. Tu t'es dedans ou t'es pas dedans, quoi. Donc tu passes de rien à plein de poissons. Ouais. Euh, Là où le bord, enfin les cailloux, etc., les cassants avec un peu de courant, ça change un peu la donne et ça rend le truc un peu plus sexy à pêcher. Un peu vide. Mm. Euh, et justement sur le, alors j'ai vu pas mal de vidéos qui tournent sur Internet et d'autres articles sur lesquels tu es intervenu. Pour le bass, c'est quoi ta pêche la plus, la pêche que tu préfères toi pour pêcher le bass? Euh, alors moi je préfère pêcher en surface et c'est pour ça que je vais beaucoup pêcher, tu vois, à partir de maintenant. Grosso D'accord. modo, le black bass je le pêche toute l'année. Ok. Mais vraiment, là où c'est bien, c'est à partir de maintenant. En fait, on le pêche l'hiver jusqu'au mois de mars, tu vois. Dernière semaine de mars. Après, on arrête. C'est repos biologique. Ok. C'est partout, que ce soit au Portugal, en France, en Espagne, en Italie. Il commence à frayer au mois d'avril, tu vois. Dès que l'eau elle est à 15 là, en fonction de. Voilà, tout le monde est là avec la température de l'eau, la température de l'eau. Oui, la température de l'eau, c'est un fait. Si l'eau elle est à 12 degrés, ils vont pas y aller.
ou avoir du mal. Par contre, il y a la photopériode aussi. Et à partir du moment où tu as de l'eau un peu chaude, on va dire à 15, à 14, si la photopériode est bonne, donc si l'ensoleillement et tu vois qui augmente, le taux de luminosité qui augmente, bah, des fois ça leur suffit, tu vois, ils vont y aller. Donc de à partir du mois d'avril, ils commencent à frayer. En plus, ça fraye en plusieurs fois. Donc, les premiers gros individus frayent en premier. Après, tu as, on va dire, ce qu'on appelle la masse, donc tous les Mhm. poissons normaux. Et après, tu as les jeunes. D'accord. Souvent, les juvéniles, là, les plus petits, qui sont à leur première frais, eux, ils laissent passer tout le monde. Et une fois que tout le monde est passé, après, ils s'entraînent. Et ils essayent. C'est comme pour les humains. La première, c'est pas la C'est pas la meilleure, bonne. donc ils passent après tout le monde. Et une fois qu'ils ont fait ça, après, si tu veux, euh, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est aux alentours des 180, 200 degrés jour, tu vois, pour avoir l'éclosion. Donc on va dire qu'ils gardent le nid pendant à peu près 10 jours, quoi. D'accord. Donc tu vois, ça fait quand même le temps qu'ils fassent leurs affaires, qu'ils gardent le nid pendant 10 jours. Et après, c'est pas terminé parce qu'ils continuent à garder les juvéniles. Mhm. Donc tu as le mâle qui reste là à protéger ses alevins, et ça dure pareil au moins 10-15 jours. Donc D'accord. tu vois, tout bon an mal an, on va dire que ça dure un mois et demi, quoi. Donc Ok. tout ce temps-là, ce qu'il faudrait que les gens se tiennent à faire, c'est vraiment avoir tu vois, vraiment à poser un repos biologique et à pêcher d'autres choses. Et repêcher les black bass à partir de mi-juin, quoi. Voilà. Ok. Mi-juin, ils sont tranquilles, ils ont fini leurs affaires. Et là, pour le coup, l'eau, elle est à plus de 25 degrés. Et les poissons, ils ont le niaque, mais déjà, ils ont faim, ils ont la dalle, et en plus, ils sont agressifs. Hmm. Et en plus, ils sautent, et l'eau est chaude, c'est là où ils combattent le mieux, quoi. Donc, tu Ok. vois, le moment de prédilection, il est vraiment de là jusqu'à octobre-novembre, c'est sympa encore. Ok. Ton setup parfait, toi, justement, alors, pour pêcher le bass en surface, parce qu'a priori, c'est ton Ouais, c'est kiff le à mieux. toi. C'est quoi ton setup parfait? Bah, il y en a deux, tu vois, il faut une spinning, parce Ok. que si tu dois pêcher avec des petits leurres, tu es obligé d'avoir une spinning. C'est quoi des petits leurres pour toi? Bah, des petits poppers, tu vois, 5 cm, 6 cm. Et les stick bait, pareil, tu vois, 6-8 cm. Ou après, tu as des imitations d'insectes, tu as ouais, des petits leurres de surface, là, en forme d'insectes, tu vois. Il faut une canne spinning pour lancer ça, quoi. Donc, Ok. en fait, en casting, en dessous de 7 grammes, clairement, t'es battu. En spinning, tu lanceras plus loin. Mhm. Et la pêche en casting, tu vois, elle a vraiment cette limite-là, quoi. Ok. Ceux qui se disent, voilà, on pêche que en casting, y compris avec des tout petits leurres, ouais, t'as pas de performance, tu lanceras moins loin, et en surface, t'es quand même obligé d'avoir un peu de distance de lancer, quoi. Mhm. Donc, parce que tu forces le poisson à se rapprocher du miroir, et à partir du moment où t'as pas de vent, où l'eau est claire et tout, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à 10 ou 15 mètres, le poisson, il peut te voir, mais vraiment, vraiment ultra facilement. Et auquel cas, quand ils sont pêchés, ils sont un peu difficiles. Mhm. Donc, soit ça implique de vraiment bien se cacher, soit ça implique d'être vraiment immobile. Ok. Donc voilà, donc spinning c'est bien. Tu vois, une canne puissance ML avec un moulinet en taille 2005. Un truc qui Ok. fait, je sais pas, on va dire 3, 10 grammes, 3, 12, 15 grammes, 15 grammes max, quoi. Parce qu'il faut quand même envoyer des petits leurres. Et après en casting, d'avoir une ou deux cannes, c'est bien. Tu vois. Ok. Donc là, plus MH ou un truc comme ça. Ouais, exactement. MH c'est pas mal, tu vois, parce que on pourrait dire M c'est bien pour les stick bait et tout, mais MH c'est bien parce que c'est ultra polyvalent. Mhm. Ça va te permettre de faire du buzz bait, ça va te permettre de faire du stick bait, d'utiliser des leurres un peu moyens et Ok. d'avoir un peu de nerf quand même quand tu dois ferrer à distance. C'est pas trop là, c'est plutôt quand tu vas lancer loin, genre à 30, 40 mètres, quand tu vas avoir un poisson qui va prendre ton leurre à cette distance. Si tu as une canne un peu souple, tu vas avoir du mal à ferrer vraiment à distance, quoi. Donc Et voilà. pour la ligne, parce que il y a ce débat bas ligne, pas bas ligne, etc., qu'on a beaucoup sur le brochet. Quand Mm. tu regardes aux US notamment, c'est corde ligne directe. Toi, sur ce type de Ouais. pêche-là, c'est quoi ton parti pris? Là, je suis de moins en moins intelligent avec l'âge. En vrai,
C'est valable pour le brochet ou pour plein de trucs. Et donc du coup, pour le black bass, ça, il coupe pas. Comme je pêche un peu tout, j'ai pas envie de changer, tu vois. De mettre Hmm. du fluoro, de mettre du nylon, de mettre... Non, je bataille pas. Et puis d'avoir une canne dédiée à une technique, c'est un peu restrictif aussi. Et pareil au niveau des moulins, sinon il te faut 20-30 moulinets, quoi. Tu vois, donc c'est impossible. Ok, Donc tresse, j'ai de la tresse partout, surtout, ok, et je mets des bas de ligne. Voilà. ok, Sauf quand je pêche à la frog, tu vois, je prends mes cannes, mes moulins à brochet, là, je coupe le bas de ligne à brochet, et puis je mets la tresse direct, tu vois, sur la frog. ok, Mais sinon, ouais, tresse, bas de ligne, en vrai, c'est bien, quoi. ok. C'est quoi? C'est une tresse moi, je parle encore en centième, les PE. Je crois que c'est pas clair pour tout le monde, mais Ouais, bah, les PE, moi, j'y 10-15. suis pas non plus, hein. Je suis Ah, bah, ça me resté rassure. l'époque du Je- franc, tu vois. Ouais, j'ai pas le seul boulet, ça me rassure. Là, en centième, en spinning, tout est monté quasiment pareil, tu vois. D'accord, Tout, dès que c'est de la perche, du centre, ce que tu veux, c'est 12 centièmes. d'accord, ok, Voilà. Et après, tu t'ajustes le bas de ligne en fonction de ce que tu fais. ok, Et après, les tresses pour le black bass, de manière générale, c'est 20. d'accord, Tu vois, entre 20 et 24. Et ok. après, tu vois, sur les trucs forts, là, les cannes à brochet, c'est plutôt 27-30 centièmes. Ah ouais, ok, Ouais. Ouais, je ok. t'ai dit, j'ai arrêté d'être intelligent. Je mets du câble. Ouais, mais tu vois, on a eu cette discussion avec Patrick quand j'ai interviewé, puis aussi quand j'étais allé là-bas. Et en fait, il me disait, mais les Français, vous pêchez beaucoup trop fin, trop léger, trop fin. Moi, je l'ai vu pêcher dans la Seine avec moi, j'étais en 20 grammes, je trouvais ça énorme. Lui, il était en 80 grammes. Il dit, non, mais c'est trop léger et tout. Et la réalité, c'est que ça prend du poisson et que le gars, ouais, il est meilleur que toi, quoi. Et, Et ouais. du coup, je pense qu'on a nos habitudes, peut-être culturelles, de pêcheurs de truites, de pêcheurs au cou, etc. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai fait de la compète de pêche au cou et on te dit, ah, le 10 centième des 108, c'est mieux, etc. Je pense qu'on a gardé ce truc-là aussi un peu Je dans notre suis pêche. entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je préfère commencer gros, tu vois. Et si vraiment il n'y a pas de touche ou tu vois que les poissons ils viennent, ils repartent, là tu peux te dire ok, soit l'heure il est trop gros, soit et ça peut venir aussi du bas de ligne. Et là auquel cas tu refais un bas de ligne, ça prend 2 minutes, tu vois. Donc, Il y a un truc qui m'a interpellé tout à l'heure quand tu parlais de conception de leurre. Tu disais que tu utilises le leurre d'autres marques. ouais. Ça se fait assez peu de le dire. Quand tu es Ah ben, sponsorisé ou quand tu es salarié, etc., c'est dur de dire, ah bah je pêche mais avec le concurrent. les autres c'est des menteurs. Eh non, bien sûr qu'on pêche avec de leurs concurrents. Si, alors, faut quand même, je sais pas. Après, les mecs, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, je le dis, je sais pas, je suis honnête, puis c'est pas un secret de toute façon. Mais si tu pêches que avec tes produits, comment tu peux, ou que avec les produits que tu développes, comment tu peux avoir la sensation de progresser et de comprendre ce qui se fait à travers le monde, tu vois, c'est impossible. Je te jure que des boîtes de leurre, je sais pas, des leurres, j'en ai des milliers, des milliers. Hmm. Et je me fais. Des fois, j'achète des trucs, tu vois, même juste pour voir, en me disant, tiens, ça a l'air rigolo. Je les essaye. Des fois, c'est pourri, ça me plaît pas. Et puis voilà, ça reste dans la boîte. Mais euh, mais il y a des leurres chez les concurrents, chez tout le monde. En fait, chez toutes les marques, il y a vraiment des trucs qui sortent vraiment fort du lot parce que sur la conception, c'est bien meilleur. Après, il y a des leurres qui sont mieux que d'autres dans Mhm. certaines catégories. Après, après de dire je pêche que avec mes leurres, bah, il y a forcément des fois où tu seras aussi dans le cadre de compétition. Par exemple, tu seras moins performant avec tes produits si tu dis tiens, je me cantonne à faire ça. Tu Mhm. seras moins performant avec tes produits parce que ce ne sera pas forcément les meilleurs, tu vois. Euh, donc, Mais aujourd'hui, tu participes à des compètes qui sont filmées. Ça la foutrait pas un peu mal que tu passes la ah moitié de ton bah, temps à pêcher avec euh, avec le leurre du gars qui est sur l'autre bateau? et ouais, mais là, alors, quand les compètes elles sont pas filmées, je pêche avec tout ce que je veux. Ok. Voilà, c'est clair. Et quand je fais des compètes qui sont filmées, bien sûr que je pêche qu'avec mes produits, parce que si jamais je devais, je sais pas, attraper un poisson avec un leurre qui n'est pas de chez moi,
Mhm. Ça fait quoi? C'est la honte totale, tu vois. Donc, non, 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 je respecte le truc aussi. Les compètes qui sont filmées, c'est plutôt du marketing, tu vois, on va pas Mhm. se mentir. Les compètes qui sont pas filmées, en l'occurrence, c'est plutôt des compètes à enjeu sportif. Donc là, Ok, du coup, c'est celui c'est le qui, résultat. c'est le résultat, c'est voilà, qui est meilleur que l'autre, quoi. Hmm. Du coup, on Ok, utilise tout de là, j'utilise tous les produits et j'ai un arsenal du coup qui est vraiment plus large, quoi. ok. Et alors, c'est un peu l'éternel débat, mais on a tous des boîtes plus ou moins remplies, ou en tout cas un nombre de boîtes plus ou moins grand. Tu Ouais. évoquais plusieurs milliers de l'heure chez toi, etc. T'as pas le sentiment de ressortir tout le temps les mêmes en te disant ah le bass Si. ce popper là il est magique vas-y je ressors celui-là parce que Si. Si, clairement. Tu vois, il y a des incontournables. Par contre, ce qui est fou, c'est qu'il y a certains incontournables qui ne le restent pas. Tu vois, il y a des trucs que tu utilisais il y a 20 ans, par exemple. Tu disais, putain, il y a 20 ans, tu mets tes tapis sur un truc comme ça. Tu dis, ça, je le sors, c'est bon, les conditions, elles sont là, ça va se passer comme ci, comme ça. Et tu vois, peut-être 20 ans après, tu le sors plus parce que le truc, il est passé à autre chose. Ça veut pas dire qu'il attrapera rien, mais ça veut peut-être dire que tu connais mieux, tu vois tes zones et qu'il y a des trucs qui sont un peu habitués, enfin, qui sont un peu mieux. Après, il y a aussi un phénomène d'accoutumance. Parce que le ouais poisson, il est comme toi, tu vois. Quand il subit tout le temps, une saison, deux saisons, trois saisons, avec, avec les mêmes schémas qui reviennent, les mêmes sonorités qui les agressent, les mêmes trucs, t'inquiète, hein, au bout d'un moment, ils prennent des vaccins, quoi. ouais mais après t'as des inconditionnels c'est pas de chez toi mais tu vois le Buster Jerk tu vois le Super Ouais, Spook c'est des trucs qui ont des kilomètres au compteur et quand tu les ressors ça fait toujours du poisson quoi ça et fait toujours pourtant du poisson. tu vois moi je vais en Hollande tous les automnes pêcher dans les polders etc. Mm. Les trucs ils font 5 mètres de large quand tu vois le rayon à la boutique je pense que des Buster Jerk il en a vu défiler de toutes les couleurs et pourtant il continue à monter dessus, quoi. Et bah alors, oui, je te rejoins sur ça. Oui, ils continueront à en prendre et tout. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, des mecs qui mettent des busters dans les polders, je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'il y a 10 ou 15 ans. Parce que les mecs, ils mettent plus, ils voient d'autres trucs, tu vois, ils doivent voir beaucoup de shad, ils doivent voir beaucoup de, peut-être un peu de spinner et de chatter, parce que c'est pas très gros, et donc du coup, les gamins qui pêchent à pied, ils doivent quand même pas mal utiliser ça. Ils doivent voir des jerks aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est Mhm. genre le matériel de pêche. Avant, il y avait 5 marques, après, il y en a eu 10 et là, aujourd'hui, il y en a 20. Et les catalogues, ils sont passés de 500 références à 2000 références chez chacun. Mhm. Donc, l'offre, elle est énorme, 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 énorme. Et après, pour simplifier le truc, il n'y a pas de mauvais leurre. Un leurre qui attrape pas de poisson, ça n'existe pas. À partir du moment où tu mets un hameçon dessus. Faut bien se dire ça. Mon père me disait, le meilleur leurre, c'est celui qui est dans l'eau. Ouais, aussi. C'est vrai. Un hameçon et dans l'eau, et là, tu es sûr qu'il attrapera du poisson. Ok, ok, cool. Euh, super. J'aurais 12 000 questions encore, donc je vais encore en poser plein, mais à chaque épisode, je demande quel est le plus beau moment de pêche, ou en tout cas le plus beau souvenir de pêche des personnes avec qui j'échange. Comme je te le disais en préambule, c'est pas uniquement le plus gros. Alors si c'est le plus gros, ça peut être le Ouais. cas parce que voilà, mais on a commencé la pêche, tu le disais tout à l'heure, par relation familiale, parce qu'on était attirés, etc. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir de pêche, Tanguy? Bah, faire un choix sur un souvenir, franchement, c'est un peu mission impossible parce que J'ai accepté deux à certains. ah ouais, ça suffira pas. Non, c'est difficile à dire, hein. Ce que je peux te dire, c'est que les plus beaux souvenirs de pêche, déjà, ils sont partagés. C'est-à-dire que des fois, tu attrapes des gros poissons tout seul. Mhm. Et franchement, c'est pas que c'est nul, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas terrible du tout. Parce que tu es tout seul, donc du coup, t'en Mm. profites pas vraiment. Tu es content, t'as un beau poisson, t'as un truc, t'as vécu un moment incroyable, mais au final, il y a personne pour t'accompagner. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que tu vois, que ce soit les bons moments, les sessions où tu attrapes plein de poissons comme
t'aimes les attraper, ça c'est vraiment ouf. Surtout quand tu es avec un copain. Après, les plus beaux moments de pêche, généralement, pour moi, ils sont en voyage quand même. J'en ai D'accord. plein, hein, tu vois, j'en ai plein. Et en France, ça veut pas dire qu'en France, c'est nul, hein, loin de là. Mais des beaux moments de pêche, ouais, c'est souvent en voyage, en vrai, parce que t'es un peu charmé par. Il n'y a pas que le moment, tu vois, le moment où tu as attrapé ton poisson d'une certaine façon. Il y a aussi le fait d'être, tu vois, que avec des copains pour le coup, d'être loin de la maison, de chercher un peu l'aventure, tu vois. On fait quand même beaucoup de Mhm. voyages. On a fait quand même pas mal de voyages où on part des fois dans des zones un peu loin, tu vois, de toute sécurité. Et c'est ces moments-là, tu vois, où vraiment tu te raccroches vraiment à la personne aussi, parce que tu peux pas partir un peu au bout du monde à l'aventure avec quelqu'un qui va te dire, oh là, il t'arrive un problème, hop, je rentre à la maison. Tu vois. Donc, ouais, je sais pas, il y a. T'en as un beau, peut-être pas le plus beau, mais un qui te vient en mémoire, là, tu fermes les yeux et tout, hein. Tu dis, putain, là, c'était euh, vraiment cool, ça. ouais. Alors, je t'en donnerai deux. Je t'en donnerai un qu'on a réalisé genre une semaine après. Tu D'accord. vois, où effectivement l'année dernière on a gagné une compète avec mon pote de pêche avec qui je fais les compètes, où au Portugal tu vois, on a fait une date pendant, je sais pas, peut-être 4 5 ans, et à chaque fois on a été deuxième, troisième, deuxième, tu vois, toujours top 5 top 3 podium, donc bon. Et on l'a gagné, tu vois, l'année dernière, Mhm. et c'était un énorme souvenir, et tu vois, on a eu un genre, on s'y est prêté au jeu, tu vois. On a dit, ok, cette fois, on fait pas d'apéro, comme ça, on sera clair le lendemain. Voilà, on s'est vraiment, tu vois, on a essayé avec l'expérience de le faire et de le faire et de le faire et de le faire, dire, ok, tous les petits détails, tous les petits trucs, tu vois, on ajustait tous les tirs comme il fallait, dire, là, bon, t'as fait deux, trois poissons que tu fais avec ton petit baline, refais ton nœud, tu vois, on faisait attention l'un à l'autre. Et chaque poisson était assuré, tu vois, dès qu'il y avait un poisson, on faisait gaffe, on posait la canne, on allait direct sur l'épuisette pour le rattraper. Quand on avait suffisamment, on faisait bien attention à où est-ce que l'autre avait lancé pour relancer au même endroit ou pour lancer dans la foulée pour essayer d'en faire un deuxième et essayer d'augmenter encore un peu le truc. Donc c'était complètement dingue. Et dans cette compète-là, la dernière manche, tu vois, on était vraiment en galère, mais vraiment, 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 vraiment. Genre, on avait posé 10 kilos la veille, donc ça fait quand même cinq poissons de plus de 2, donc c'était quand même pas Propre. mal. Ouais, c'était propre. Et donc la veille, on avait quasiment fait la même aussi, donc on était bien. Et la troisième manche, donc c'est la finale, on a le cut, et là on n'est plus que 20 sur l'eau, sur 80 grosso modo. Euh, et genre à midi, tu vois, on a 6 kilos avec 5 poissons, donc on n'est pas du Mm. tout dans le game. Et ça a duré comme ça, genre toute la suite de l'après-midi. Et toute la suite, toute la suite. Et moi, je galère à faire des poissons, mais vraiment. Et mon collègue, là, sur une des dernières pointes, genre il restait 1 heure de pêche, on dit, vas-y, on tente ce coin-là, là, et on se met là-dessus. Et il fait un poisson, donc je le prends, je le mets dans l'épuisette. Là, j'ouvre le vivier, tu vois. Donc, tu as le droit d'en avoir que 5 dans le vivier. Mm. Donc, tu peux pas mettre l'autre et dire, voilà, ok, c'est bon. Donc, faut trier tes poissons, tu vois. Et Mhm. on les avait pas trop triés. Donc, il fallait trier le truc. Et il y en avait 3 qui faisaient le même calibre, tu vois. Mais vraiment, genre, donc là, tu vois, on a un espèce de truc à bascule où tu accroches un poisson de chaque et puis tu vois qui Je vois. pèse quoi. Donc je commence à prendre les trucs, donc je laisse le poisson dans l'épuisette, tu vois, j'ai arrosé le fond du bateau, j'avais laissé le poisson posé là-dedans, et je prenais mes poissons, mes 3 poissons, et je commençais à trier là-dedans. On avait un commissaire, hein, parce qu'on était dans le Mm. top 3, donc on avait un juge qui était sur le bateau pour vérifier que tout se passe bien. Et donc là, tu vois, on commence à mettre les trucs, à faire. Et je suis en train de faire ça, tu vois. J'ai 3 poissons là qui sont posés là un peu n'importe où. J'ai un poisson dans l'épuisette et j'ai le collègue qui lui il continue à pêcher, tu vois. Et il ferre et il fait j'en ai un autre. Ah putain. Donc là je fais quoi? Je prends tous les poissons, tu vois, je les mets au fond du bateau, j'épuise dans son truc, je repose tout au fond du bateau et là c'est un chantier.
Hmm. Là, j'ai 2 poissons dans l'olivier, j'en ai 5 fonds du bateau qu'il faut que je trie, donc ça va un peu plus vite parce qu'il y en a un qui est plus petit, donc tu l'enlèves, visuellement tu le vois, tu l'enlèves tout de suite. Et je recommence à trier, tu vois. Et là, je dis, putain, c'est trop le bordel. Donc, je mets tout dans l'épuisette. Mhm. Je remets ça dans l'eau. Je le remets là pour, tu vois, mouiller les poissons pour pas qu'ils soient quand même bien. Tu vois, on fait attention aussi Ouais. aux poissons. Je commence à trier les trucs. J'ai 5 poissons dans le truc. Enfin, j'en ai plus que 4 du coup. Et là, je vois mon collègue, tu vois, qui fait, Yon, là. Bah. Et je dis, putain, mais c'est pas possible. Il me dit, c'est gros. Il me dit, oh, c'est un cendre. Il ramène, et le truc, il arrive et il fait plus de 2,5 kg, tu vois. Donc, il me dit, Ah ah, ouais. dépêche-toi et tout, faut tout mettre. Donc, on a mis ça, on a jeté l'épuisette avec les 5 poissons dedans, on a rajouté celui-là, et après, on a arrêté de pêcher, tu vois. On a dit, c'est bon, là, on pose C'est tout, plus. on trie le truc, tu vois, vraiment, et après, on se remet à pêcher parce que sinon, c'était infernal, quoi. Hmm. Et on Ok. a terminé la compète et on la gagne à 100 grammes près. Ah ouais. Et ouais, on avait les mecs qui étaient deuxième, ils ont fait une énorme remontada. Mhm. Et du coup, on prend la première place quand même, et c'est pas passé loin de la correctionnelle. Mhm. Et voilà, ça c'était un super moment parce que. Mais tu vois, quand on était là avec le trophée, tout le monde était ouais, et tout était là ouais. Mais ouais, on était tellement concentrés, tellement dans notre truc, que vrai, on était là ouais, on l'a fait et tout, c'est cool. Et voilà, Hmm. c'est que en rentrant en France, tu vois, 2 jours après, on s'est appelé, on disait, eh, putain, c'était bien quand même, t'as vu le truc de ouf là. Et en fait, on avait l'impression de plus kiffer quand on était arrivé chez nous, rentré dans nos penates, tu vois, que sur le moment même, quoi. Ça, c'était un drôle de moment, on vit pas souvent, on est comme ça. T'évoquais un deuxième souvenir? Ouais, un deuxième souvenir, mais là, c'est plus par l'endroit. Alors ouais, D'accord. on a attrapé des géants poissons, tu vois. On est parti à Socotra en 2014 et en 2015, donc c'est une archipel qui est au large de la Somalie. Euh, ça fait partie du Yémen, et là, c'était une aventure humaine parce qu'avec les gens avec qui on est parti, ils sont incroyables. D'accord. Et puis c'était un dépaysement qui était fou, tu vois. Tu partais sur des pirogues avec des pêcheurs locaux, t'attrapais des poissons monstrueux. En l'occurrence, on pêchait les GT, mais Hmm. on a fait des journées où en plus on devait avoir un guide. D'ailleurs, c'est un Français qui a annulé son guidage. Genre, au dernier moment, une semaine avant, le mec a dit, bah non, en fait, je viens pas. Et donc Oh. du coup, bah, comme nous on avait déjà un peu d'expérience vu qu'on y avait été l'année d'avant et qu'à cette période-là on faisait quand même un voyage de pêche par an en exo, donc tu vois on était un Hmm. peu chaud du truc quand même. Et là l'organisation a dit ok les gars, on vous laisse partir tout seul quoi. Vous avez pas de guide. Donc on partait. Et en vrai on a vécu notre meilleure vie. Hmm. On disait au mec vas-y emmène-nous là-bas. Putain, il nous emmenait là-bas. On disait attends là ça a l'air bien et tout. Tu vois, et puis, enfin, sinon, c'était incroyable. On attrapait des poissons géants, on était que tous les deux, comme si on était, tu vois, sur notre barque, là, sur les temps de la Cano. Donc ça, c'était Hmm. vraiment un truc de ouf, 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 ouais, vraiment. Tu m'étonnes. Je voudrais juste revenir sur la compète, parce que on pêche pas forcément pareil quand on est en compète que quand on pêche, Mm. quand tu prends ton flotte pour aller pêcher le midi. Euh, Est-ce que enfin, avec ton coéquipier, vous avez une stratégie, tu vois, pour gagner cette compète, mais pour les autres? Comment ça se passe? Vous discutez avant? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une méthode que tu appliques à chaque fois pour être sûr d'être de pouvoir Ouais. pêcher efficacement et avoir des résultats? Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est devenu des automatismes parce que ça fait quand même des années qu'on fait ça, tu vois. Les compètes, les premières compètes, je crois qu'on les a fait enfin, moi, j'ai commencé en 2000. Donc, tu vois, ça fait quand Avec même. JC, c'est ça, hein? Non, en 2000, c'était les toutes premières compètes, c'était avec Lionel Groux. J'ai eu D'accord. plein de partenaires en vrai. Ok. T'es infidèle un Euh, peu, hein. ouais, assez, ouais. Et après, tu vois, j'ai fait les compètes avec Guillaume Martineau, Ouais, je me vraiment souviens. pendant peut-être 4-5 ans. Après avec JC pendant 4-5 ans. Et là, avec Yon, ça doit faire au moins 4-5 ans aussi qu'on fait les Ok. compètes, ouais. Ah, Donc, le pauvre, il doit s'inquiéter là, c'est la fin de son règne. et- bah écoute, là, il a eu un J'espère qu'il nous enfant. écoute pas. Il a eu un enfant et il a refait sa baraque. Donc là, c'est plutôt moi le pauvre parce que j'ai pas de partenaire. Mais ouais, il y a des automatismes que tu prends avec chaque partenaire.
D'accord. Chaque fois, c'est différent. Il y en a qui aiment faire plutôt certaines choses, pêcher d'une certaine façon. Ils ont, tu vois. Donc, le tout, c'est la première règle de un, c'est de pas faire la même chose. C'est-à-dire Ok. pêcher de la même façon que ton partenaire, euh, ça sert à rien. Ok. La chance d'être à deux, en fait, c'est de pouvoir avoir deux typologies de prospection. Euh, Ça, souvent, l'erreur que les gens font, c'est de pêcher de la même manière. Ils disent, ah, c'est bon, t'as Mm. trouvé le leurre, et puis voilà, tu mets le même grammage, le même truc, le même machin, et tu fais exactement la même chose. Et en fait, alors ça, c'est valable si tu pêches très vite, parce qu'auquel cas, D'accord. même si tu pêches, si tu avances très vite et tu pêches très vite, tu vas avoir plein de trous dans la zone où tu n'as pas pêché, où potentiellement il peut se passer un truc. Si tu pêches de manière normale, euh, s'il y en a un qui fait un truc et l'autre qui fait un autre truc, ça te permet de récolter deux fois plus d'informations ou alors d'avoir des pêches complémentaires. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, vraiment, où là, faut pas y couper non plus, c'est quand tu fais des pré-fishing, de pas pêcher. Mm. Donc, genre, tu vas pêcher, tu vas prendre des informations. Idéalement, soit tu ferres pas, soit tu, soit tu couvres tes hameçons. D'accord. Voilà. Tu mets des gaines thermo, tu coupes tes pointes, voilà. Mais idéalement, il Ok. ne faut pas matraquer les poissons. Et quand vraiment tu veux t'assurer du truc, que tu dis tiens, je vais voir si j'ai des bonnes zones, je vais voir si sur mes bonnes zones les poissons ils mordent avec ça. Mhm. Bah tu le fais, tu laisses l'hameçon si tu veux. Par contre, t'en enlèves qu'un. D'accord. Voilà. La grosse erreur que tous les mecs qui font, qui sont souvent, même des bons compétiteurs, c'est ils y vont, même 2 semaines avant, ils allument le bordel, et puis Mm. après quand ils reviennent, ils disent oh là là, ça mord pas pareil. Donc, du coup, ou alors, tu vois, ils éliminent tout quoi. Ils disent ouais, attends là j'ai cartonné, j'en ai fait 20. Bah ouais, bon les 20 que t'as fait, tu vas plus les refaire. Tu vois. Vacciné. Donc, ouais ouais, c'est vraiment un truc que moi, ça me choque parce que malgré tout, tu vois, des mecs qui sont vraiment opérationnels, qui ont fait des années de compète, ils font encore ces erreurs-là, tu vois. Ils y vont, ils enlèvent des poissons, pim, pam, poum, mais ils disent, ah, là, c'est un peu plus dur. Et en fait, ça casse le travail de ton pré-fishing. Ok. Donc, voilà. Et Ça, tu parlais de pêche complémentaire. ouais. Comment tu t'organises? Déjà, c'est le même qui lead le bateau à chaque Euh, fois. C'est non, en fait, c'est celui qui pêche le plus vite qui lead. d'accord. C'est celui qui pêche. Si tu pêches au crankbait ou si tu pêches, voilà, tu vas forcément avoir besoin d'orienter le bateau de la bonne façon pour que toi tu pêches. Et après, par exemple, si par exemple mon collègue il pêche au livescope, bah, Mhm. je vais lui laisser le lead parce que lui là, la sonde elle est montée sur le moteur, donc lui il a besoin de lire ce qui se passe. Et moi à côté, je ferai autre chose, tu vois, par D'accord. exemple. Et après Et complémentaire dans le sens où euh, faut faire. Tu peux utiliser deux techniques qui sont relativement proches, tu vois, genre pêcher, faire du sharpshooting et du shad à côté, ça a du ok. sens. Euh, ou alors faire du shad ou je sais pas ou du crankbait ou du spinner et qu'à côté tu fasses du minnow ou du popper ou que tu fasses par exemple du wakey ou du drop shot, ça a du sens. C'est vraiment des choses qui soit tu as déterminé une hauteur d'eau, donc tu sais que les poissons ils sont à tel niveau de l'eau ou à telle Mhm. zone, donc il faut qu'il y en ait un qui passe à un endroit et l'autre qui passe à un autre endroit sous cette hauteur d'eau-là, par exemple. Ok. Et t'as des associations types, tu sais que quand ton collègue il met un minot, toi direct tu passes sur une croc, enfin t'as des Ouais, trucs comme ça un peu bah, standard? pas non, pas type parce que tu fais un peu en fonction de, ça va changer à chaque sortie de pêche, quoi, tu vois. Ok. Ça, des fois ils aiment que l'heure descende vite, des fois ils aiment que ça descende lentement, enfin que ça descende, ouais, que ça descende lentement. Des fois ils aiment que ça vibre, des fois ils aiment pas que ça vibre. C'est un peu à l'humeur du poisson en fait D'accord. que tu ajustes tout ça quoi. Ok. Et il n'y a pas de tension sur le bateau quand il y en a un qui a le bon truc et l'autre tu dis ah non, non mon pote continue. Toi tu les Euh, enchaînes au jig et puis lui il est je sais pas peu Bah importe. non, alors il y a pas de tension, c'est un peu chiant parce que bah, tu te grattes la tête, t'es obligé de te gratter la tête, tu vois, et ce serait trop facile de dire bah vas-y, je fais la même chose. Ok. Euh, donc non, il n'y a pas trop de tension.
Après, tu vois, vraiment, des fois, quand c'est vraiment très très dur, et s'il y en a un qui trouve un truc, quand il est occupé, bah, je sais pas, par exemple, quand il va décrocher un poisson ou quoi, toi, si t'es un peu malin, t'as monté la même chose sur l'autre cam, et hop, tu prends le moteur et, et tu reprends C'est son parti. truc. Donc ouais, c'est des petits pièges. C'est des Ok. petites blagues, quoi. Ouais. Bon, cool, 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 cool. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai noté? Euh, ouais, on a pas mal fait le tour, hein. Yes. T'as des choses que tu veux ajouter, des sujets qu'on n'a pas. Ah si, 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 oui. Un sujet qu'on n'évoque pas trop finalement, dont on parle beaucoup au sens général, mais pas dans la pêche, c'est les enjeux d'écologie. Alors on en parle sur le biotope. Mm. Moi, je suis assez étonné. On est quand même dans un secteur où c'est beaucoup de plastique, des trucs pas hyper, pas toujours C'est, clean, qui viennent de l'autre bout du monde, etc. En ouais. tant que chef de produit, c'est un sujet que vous prenez en main, dont on se fout. C'est un sujet qu'on prend en main, mais dont tout le monde se fout. Voilà. Et le Vas-y, dis-moi en pire, plus. et le pire du pire, c'est que celui qui s'en fout le plus, c'est le consommateur final. C'est D'accord. ça l'hérésie du truc. Mais Ok. vraiment, Ouais. c'est que aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, clairement, c'est le prix. Voilà. D'accord. Genre, ça, c'est dans un gros niveau de priorité. C'est la tendance. Ok. Donc, tu vois, l'influence du marketing ou de la personnalité qui va incarner la marque, ça a une très grosse influence. Et genre, l'écologie, genre, ça arrive, c'est le dernier denier du truc, quoi, tu vois. Ok. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, pour le consommateur, ça, c'est une réalité, on va pas se voiler la face. Euh, mais ça nous empêche pas de faire des choses, tu vois. Ok. Après, on a aussi des limites, on a des limites budgétaires sur ça. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, tu parlais de recherche, ça demande énormément de recherche. Et quel cas, c'est quand même assez compliqué. Et pour donner un exemple concret, euh, aujourd'hui, on a fait, enfin aujourd'hui, à notre gamme, on a rajouté cette année de la tresse Mhm. qui existait. On avait une référence de tresse qui s'appelle la Sensibred en 4 brins et en 8 brins, qui est une très bonne référence avec un prix, un rapport qualité-prix qui est hyper décent. Euh, et ben, ce produit-là, il était vendu dans une boîte en PET avec une cartonnette en papier, en Mhm. carton, sur une bobine plastique. Mhm. Et ben, on a dit ok, on a travaillé quand même pendant 1 an et demi sur ce projet-là, tu vois, de Ok. faire un packaging full recyclable en carton. Ok. Voilà. Donc là, la bobine, elle est en carton. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de PET, il n'y a rien. Il n'y a pas, tout est recyclable à 100%. La tresse Mhm. restera à voir, tu vois, si on a vraiment un service de recyclage dans l'industrie de la pêche, ça c'est encore un autre débat. Mhm. Mais ce produit-là, il est vendu, alors nous ça nous coûte plus cher, hein. Donc bah, le consommateur il le paye aussi plus cher. Mhm. Mais c'est pas énorme, c'est de l'ordre de 2 euros, tu vois, D'accord. sur le prix de vente public. Donc Ok. c'est pas monstrueux. Bah, aujourd'hui on en vend 3 fois moins. Wow. Ok. Juste pour toi, c'est les 2 euros qui font la différence? Ouais, les 2 euros, et puis tu vois bien, ça montre aussi qu'on n'a pas de, tu vois, il n'y a, il y a pas d'intérêt à utiliser des produits, des produits, euh, des produits comme ça. Tu vois, bah, je te donne des exemples. Enfin, je suis assez concerné aussi par ça, mais aujourd'hui, tous nos plastiques souples, Mhm. tous, on n'utilise que du safe PVC, donc que un PVC qui ne contient ni phtalate, ni bisphénol A. Ok. Donc ça, c'est écrit, hein, c'est acté, les recherches ont été faites depuis des décennies. Ça, c'est des perturbateurs endocriniens, donc c'est des trucs quand même, tu vois, qui ont un effet grave sur la santé, qui vont finir au fond de l'eau. Mhm. Euh, Là, on utilise des plastiques qui sont plus propres, qui n'ont pas, tu vois, ces effets-là. C'est pas pour ça qu'on en vend plus. D'accord. C'est pas ça, voilà. C'est quand même assez incroyable. Et on a parlé du plomb. On a été dans les premiers à passer, tu vois, toutes nos gammes en zinc, en tungstène, en laiton et en inox. Mhm. Tu vois, euh, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais ça fait quand même des décennies, tu vois, qu'on travaille là-dedans. Et
Alors, peut-être c'est un manque de communication de notre part, mais par exemple, on a été les premiers pas à développer, parce que ça existait déjà auparavant, mais à populariser du moins les systèmes de transfert de masse magnétique dans nos leurres. Mhm. Et de ce fait, on a utilisé que de l'inox. Tu vois, D'accord. plus de plomb, pas de tungstène, rien du tout, que de l'inox. Donc du coup, on avait déjà pas de plomb dans une grande majorité de nos leurres. Mhm. Euh, mais bon, alors ça c'est très bien vendu, mais pas, tu vois, on n'a pas pris toutes les parts de marché. Donc clairement, on peut vraiment dire qu'on a un intérêt pour l'écologie qui est vraiment nul. C'est pas Ok. pas nous en Ouais. tant que faiseurs, J'ai compris. je parle de Le client, ouais. En tant que nous en client. tant que pêcheurs et raisonnement, et on le voit aujourd'hui, malheureusement, parce que tu vois, je pense, un énorme pourcentage de la consommation qui se fait sur Temu, sur AliExpress, où Mhm. là, c'est des produits qui sont non conformes à rien du tout, avec aucun engagement environnemental. Voilà. Et nous, quand on dit ça, souvent, tu vois, quand on en parle en public ou quand on en parle avec des pêcheurs ou d'autres, ils disent, ouais, mais vous vous gavez, vous faites plein d'argent, vos leurres, vous les faites fabriquer aux mêmes endroits. Oui, alors oui, on les fait fabriquer en Asie, ça, y a pas de débat. Oui, ça a un impact sur le faire venir ici. Par contre, en termes de produits, on utilise des choses qui sont quand même moins dégradantes pour l'environnement et pour l'humain que bien d'autres. Mhm. Et quand tu vois que certaines marques réussissent à vendre des leurres 100, 150 euros, on parle plus de francs, voire plus, Ouais. notamment sur le brochet, il y a quelques références. Tu vois, moi j'ai eu du mal à passer le pas, mais en fait, une fois que tu l'as passé, bah, ça prend du poisson, etc. Il Ouais. y aurait pas un truc justement pour allier un peu les deux, dire on upgrade, on upgrade vraiment la qualité, le produit, etc. On fait un vrai jump de prix et du coup on incorpore vachement plus, peut-être avec du Made in France, etc. etc. Je pense que de toute façon, il va se passer des choses. Il va se passer des choses dans l'industrie parce qu'aujourd'hui il y a une surconcurrence, donc il va y avoir peut-être des choses qui vont sortir du lot. On est dans une surconcurrence sur le marché de la pêche et on a aussi un phénomène qu'on commence à découvrir un peu en France, qui est assez intéressant euh, parce que ça s'est développé au Japon et aux US depuis belle lurette. C'est dire des mecs qui font des produits dans leur garage chez eux, tu vois. Mm. Ça, avant, ça n'existait pas, ou de manière vraiment artisanale. Là, elle est en train de se structurer puisqu'ils fabriquent chez eux et ils commencent à les revendre. Alors, il y a des petits malins aussi qui les font fabriquer en Asie et puis qui disent voilà, made in France. Bon, il en faut pour tout le monde. Euh, mais ouais, il y aura peut-être un gap à faire. Après, il faut quand même se rendre compte que les usines et l'industrie de la pêche en Asie, dans certains pays, notamment sur la Chine et le Japon, elle est hyper engagée dans le propre et l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a des usines qui travaillent comme il y a 30 ou 40 ans où voilà, il y a pas d'extracteur, enfin, il y a des extracteurs mais sans filtration. Il y a des bacs de filtration sur la peinture qui sont filtrés, tu vois, tous les 50 ans. Là, aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est quand même extrêmement propre. Et même, je pense que si on voulait nous se mettre aux normes, euh, on aurait du mal à le faire de la même façon, quoi. Ok. Donc, Vous avez essayé de trouver des industriels en France pour certains produits ouais, ouais. et ça marche pas? Quand on va faire des crankbaits à 150 balles pièce, ça va marcher. Non, c'est très cher. C'est très très cher. Alors, disons que on n'a pas encore trouvé je pense que la bonne personne et la bonne énergie, je pense, surtout. Et si Ça- je suis un peu désagréable, ça vaudrait pas le coup de peut-être se réunir à plusieurs marques et dire ok, on va essayer de travailler ça parce que globalement quand même tout le monde se connaît, les gens passent plus ou moins de marque en marque, ouais. etc. Il y a quand même des connexions, c'est pas un secteur où chacun est dans son coin. Ça vaudrait pas le coup de se dire ok les gars, on essaye de travailler ça. On essaye de trouver un ou deux industriels, comme l'a fait le slip français. Alors effectivement, les prix ont augmenté, etc. Mais du coup, tu as quelques marques comme ça qui font du Made in France où, bah, effectivement, toi, dans ton coin, chez Sakura,
c'est compliqué de débarquer avec ton crank et de dire vas-y, tu m'en fais 1000 comme ça et merci, au revoir. Mais si vous êtes, je sais pas, 10 marques, si chacun met 1000 cranks, ok, c'est pas les mêmes moules, donc tu as ton coût de conception de moule, mais après, ta presse à injecter, enfin bref, tout un tas de sujets. Là, il y a peut-être moyen de faire des économies d'échelle, justement, pour que tout le monde bénéficie de ça. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Mais alors ça, d'un point de vue industriel, oui, il y a un vrai marché à prendre là, parce qu'aujourd'hui, il y a pas de fabricants de leurre souple de fabricants industriels de leurre Mhm. souple ou de poissons nageurs. Il y a des artisans, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et il y avait quand même des fabricants, tu vois, de cannes en France, Mhm. jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, il n'y en a plus, Ouais, tu vois. Donc, parce que les coûts de fab, parce qu'il y a plein de choses qui coûtent quand même très cher. Et je pense, de manière assez injuste, mais euh, là, c'est plus le pêcheur qui parle que le chef de produit. Mais que si vraiment il y avait des moyens à mettre, on ferait mieux de les mettre dans l'halieutisme et dans la gestion, tu vois, de notre environnement en tant qu'industriel de la pêche. Enfin, je ok. pense que là, des poissons, il y en a plein hein, en France. Par contre, on a une menace directe de certains écolos un peu virulents, comme les antispécistes et d'autres, qui nous enlèvent euh, une grande partie de la gestion de nos eaux, tu vois, sur Mhm. la partie halieutisme. C'est-à-dire que maintenant, ils font le forcing pour qu'on ait des gestions patrimoniales de nos systèmes. C'est-à-dire Mhm. on met plus de poissons. D'accord. Donc ça, c'est quand même grave. Parce que les poissons, ils y sont, mais dans des milieux qui sont pollués, voilà, et qui sont aussi où il y a une pression soit de la faune et de la flore, soit de une pression de la pêche, parce qu'on est quand même un des pays en Europe où ça pêche le plus, Mhm. et on est 67 millions, tu vois, donc il y a quand même une grosse pression sur le milieu, et puis pareil, tu vois, je pense que ça, pour l'avoir dit plein de fois, je pense que tout le monde devrait se réunir aussi et dire, OK, tout ce qu'on met au fond de l'eau, bah, on va le chercher. Mhm. Tu vois, on devrait tous se cotiser, là, toutes les boîtes, et dire, bah voilà, on va payer des plongeurs là pour aller récupérer toutes nos merdes, Mhm. par exemple. Il y a peut-être un truc à faire, on va monter une association. Ouais, mais il faut, ah, ça, il y a rien qui se fait gratuitement, si tu veux. À chaque fois, tout doit être financé, tout doit être un petit peu politisé et géré de manière différente. Mais Ouais, mais c'est regarde, aux un, États-Unis, on demande aux sociétés, c'est et Patrick qui m'avait ouais, raconté ça, et on prend une part du chiffre d'affaires et et ouais, pour réalviner, entretenir les milieux, payer les gardes, etc. quoi. 1%. Ouais, mais quand tu vois la taille 1% du de, marché. 1% de tout le business, hein. C'est-à-dire que toi, tu es distributeur, donc, ou t'es fabricant. Tu es une usine qui fabrique des leurres. On te prend 1% de ton chiffre d'affaires. Toi, tu es distributeur, on prend 1% de ton chiffre d'affaires. T'es magasin de pêche, on te prend 1% de ton chiffre d'affaires. T'es consommateur, il y a 1% de ce que tu payes. Donc c'est 1% de tout à chaque fois qui repart. Et ça repart, bah, comme tu l'expliquais Patrick, tu vois, ça repart dans des piscicultures halieutiques qui sont là pour réempoisonner les milieux ou pour gérer les milieux et des brigades. Donc Mhm. c'est quand même ouf. Et ça, on n'est toujours pas arrivé à ça en France. Après, c'est encore un autre délire, mais il y a plein de choses à faire pour que ce soit pour protéger le milieu et tout le reste. Après, à côté de ça, tu vois, euh, on voit, alors là, tu vois, tu me parles d'écologie, on en discute, on parle voilà, de l'heure. Il y a quand même des marques aujourd'hui, là, j'ai vu ça là, il n'y a pas longtemps. Il y a le retour en France d'une marque américaine qui vend des leurres qui font du bruit, dans lesquels il y a des piles avec du lithium et des composants électroniques. Mhm. Ah, si tu veux, quand tu laisses ça au fond de l'eau, ça reste pas inerte, hein, tu vois. Mhm. Donc, Pas longtemps. ouais, non, tu vois, il y a quand même, il y a quand même des trucs. Nous, on veut faire du mieux, mais tu vois, tout va pas dans le bon sens non plus, hein. Non, tout va pas dans le bon sens. Après, en fait, il faut faire des efforts. Moi, je vois, tu vois, sur les sujets de pêche en mer qu'on a là, Mm. je discute avec des gens de ma famille qui font pêche à pied, pêche à la canne, etc. Quand tu parles de faire des efforts sur le bar,
On dit ouais, mais les chalutiers. Et puis quand tu discutes avec les marins-pêcheurs, on dit ouais, mais vous les plaisanciers. Donc en fait, il y a personne qui fait un pas parce que tout le monde regarde l'autre. Et Ouais. donc tant que t'en as pas, tu vois, les actions dont tu parlais sur les bobines avec du carton, etc. Ça prend pas d'un coup, mais peut-être que ça va prendre un peu, peut-être que ça va inspirer d'autres. Enfin, tu vois, c'est Bah, aussi une boule de neige à lancer, quoi. c'est exactement l'objectif que, tu vois, qu'on se donne. Et il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même tous les majors là qui sont, voilà, qui vont de l'avant sur, qui tendent à, tu vois, utiliser des matières qui sont plus propres, qui soient moins impactantes pour l'environnement, et etc. Donc malgré tout, ça va dans le bon sens. Jamais assez vite pour des passionnés, mais ça va dans le bon sens quand même. Ok, chouette. Il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé aborder, ou des messages que tu veux Bon, passer? bon, de la pêche, on peut en parler pendant des heures, tu vois. Bah ouais, ouais. Mais non, j'ai pas de, je parle pêche, donc ça me Bon, va. Après, non, des messages, ouais, de faire attention à, bah, on en a parlé, tu vois, de faire attention au respect, au repos biologique sur la période de reproduction des poissons, c'est important. Les prélèvements, tu vois, il y a quand même il y a des messages qui sont extrêmement bien passés depuis des décennies, comme le no-kill, tu vois, ou la pratique du catch and release en France. Dans les années 90, c'était courant de trouver des gens qui prélevaient des poissons. Aujourd'hui, ça l'est clairement beaucoup moins, même s'il y en a encore. Alors, plus en eau douce qu'en mer, parce qu'en mer, c'est encore un peu différent. Mais on est sorti de la pêche alimentaire, tu vois. Les hmm, gens, ils vont pêcher pas pour nourrir toute la famille. Ils prélèvent quelques poissons. Bien sûr, il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt pour le plaisir et le loisir que pour la table. Euh, et voilà. Et donc, du coup, l'effort qu'il faudrait faire, tu vois, et pour continuer dans ce sens-là, c'est d'avoir du respect pas pour le milieu et puis pour le poisson, quoi. Tu vois, de pas jeter ses merdes au bord de l'eau, hmm, comme on en retrouve hmm. encore, des packaging, des trucs, Ouais, ça fait chier, quoi, hein, franchement. c'est clair. Bah, c'est dégueulasse, et puis ouais, c'est pas hyper clean, je suis d'accord avec toi. Après, c'est marrant, on a fait pas mal de comparatifs sur le bass, notamment entre la France et les US, parce que les US, c'est quand même un peu la référence là-dessus. Mais quand tu parles de repos biologique, quand tu regardes les compètes aux US, ils en ont un peu rien à secouer, quoi. Ils vont pêcher sur les nids, etc. Et ouais, et ouais, Euh, et pourtant, il y a des basses en quantité. Enfin, moi, je suis allé et, là-bas, tu fais 60 mais il y poissons en sans a, bouger ton bateau, quoi. ouais. Et tu sais pourquoi? Vas-y, je t'écoute. Bah, parce qu'il y a 1% de tout le business qui est mis en poisson dans l'eau. Donc, du coup, ça pose pas de souci. Ouais. Clairement. Ah bah ouais, 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 ça pose pas de souci. Tu peux faire le point de ce que toutes les APP et toutes les fédés mettent et ça correspondra jamais à 1% de tout le business pêche qui est fait en France. Jamais, Ok. jamais, jamais, jamais. Et eux vont beaucoup plus loin, tu vois. Ils sont capables de dire, OK, on prend, je sais pas, un plan d'eau comme Falcon ou je sais plus quel lac c'était et de dire, on l'empoisonne pendant 3 ans, on le ferme, il y a personne qui pêche et comme ça on fait une compète de malade mental là-dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils ont pris un lac de barrage gigantesque, ils ont bainé des tilapias, ils ont bainé des poissons. On dit là, on va faire la compète de l'espace. Bah ouais, ils ont pété tous les records pendant 2 ans. Et c'était un carton. Et après, tout le monde y avait accès. N'importe qui pouvait y aller là-bas. Et la mise à l'eau, elle était pleine. Et puis ça a duré, tu vois. Maintenant, il reste des poissons, mais ils ciblent vachement aussi, tu vois, en fonction des événements, etc. Nous, on n'a pas de compète comme ça. On n'a pas. Et on a aussi beaucoup d'espèces différentes, tu vois. On aurait qu'une espèce, tu vois, un peu comme il y a plein d'autres espèces aux États-Unis, mais celle qui est quand même la plus représentative, c'est le black bass. C'est comme si on avait autant de black bass qu'on avait de perches. Donc, Ouais, après, tu vois, nous, on est quand même pas mal tentés. Moi, c'est une réflexion que j'ai souvent eue. On est tenté d'aller lâcher des black bass dans les cours d'eau, etc. Mais en fait, c'est un peu mettre un pansement. Enfin, tu vois, il y a des brochets qu'on n'a pas su entretenir, il y a des perches qu'on n'a pas su entretenir, il y a des carpes qu'on n'a pas su entretenir, et puis vas-y, on va mettre des black bass. Puis demain, on va trouver un truc qui résiste plus. Allez, vas-y, on va en remettre dessus. ouais, Et, euh, et en fait, moi, je suis un peu sceptique de ce truc-là. Et tu vois, je vois là, il y a une rivière dans laquelle j'ai pêché toute mon enfance.
il y avait des saumons, et puis après on a mis des barrages, il y a moins de saumons, et puis là on fait sauter les barrages, il y a moins de saumons parce que maintenant du coup c'est envasé. Et puis il y a les brochets, enfin bref, en fait ça va dans tous les sens. Mm. Et du coup, il n'y a rien qui peut s'établir, on n'y travaille pas. On a voulu débrocher, donc on lâche des brochetons, mais en fait, toutes les frayères, tous les anciens bras morts, bah, maintenant, comme on a fait sauter les barrages, il n'y a plus d'eau qui va dedans, donc les trucs, tu vois, et donc on est là en train de jeter du poisson dedans, mais au final, pourquoi faire, vu que à la moindre crue, tout dégage à la mer, et puis de toute façon, on fait pas ce qu'il faut. Les frayères, pour le saumon, elles sont toutes pourries. Et puis à côté, les frayères brochées sont toutes pourries aussi, il n'y a plus d'eau, tu vois. Et ouais, mais il y a vachement d'amateurisme, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui s'occupent des APP, quand même, même si maintenant ils ont le soutien de fédérations et que dans les fédérations, il y a quand même vachement plus de gens impliqués, scientifiques, que c'était le cas auparavant. Bah ouais, il y a des décennies d'amateurisme, voilà, qui sont là et qui ont des fois apporté leurs fruits, des fois fait de la merde. Parce que c'est pareil, tu vois, tu lâches des black bass dans une rivière. Je pense que, comme tu dis, hein, tu peux pisser dans un violon, ça fait pareil, hein. C'est quand tu mets 50 kilos de black bass, c'est pas pour ça qu'il va y en avoir, quoi, tu vois. Non. Donc, Ça- non, il y a eu de la gestion qui a été faite et c'est que c'est de la gestion, c'est ça le problème. C'est de la gestion, mais amateur, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a quand même, alors, c'est quand même toujours, tu vois, de l'associatif, donc c'est quand même des bénévoles, hein, qui gèrent ça dans les APPMA. Mais par contre, dans les fédérations, il y a vachement plus de jeunes, il y a vachement plus de scientifiques, de gens qui font vraiment attention, qui font des études aussi au préalable. Donc du coup, ça va quand même dans le bon sens, mine de rien. Mais ça met du temps. Hmm. Ça met du temps, et puis c'est le milieu naturel, tu vois, donc ça se refait jamais en un quart de temps. Et puis le temps que toi, tu fasses un mouvement, il en faut cinq derrière pour que les choses bougent dans le milieu, quoi. Ouais. Eh ben écoute Tanguy, merci beaucoup. On a parlé de pas mal de sujets là. Je pense qu'on aurait pu y passer 3 heures de plus. Peut-être on le fera. Écoute, avec plaisir. Je suis assez client des podcasts de 3 heures, donc c'est pas dit qu'on fasse pas un jour. Mais en tout cas, Vas-y. merci beaucoup. C'était très chouette. Merci à toi. Avec Et à plaisir, Yann. l'occasion, si tu as des gens à recommander pour passer sur le grill, je suis preneur. Je te ferai passer une petite liste. Allez, super. Merci. Ça marche. Au À plus. plaisir, ouais. À plus. Ciao. Ciao.